BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella, avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo. Au sommaire des pionniers cette semaine, nous allons commencer par le tête-à-tête, la séquence qui explore ce qu'il se passe comme émotion dans l'esprit des pionniers, avec cette semaine un grand pionnier de la télévision qui a d'ailleurs plutôt l'habitude généralement d'occuper ma place d'animateur. Il a créé près d'une dizaine de concepts d'émissions à la télé et à la radio, et notamment Rendez-vous Inter-Inconnu et Panique dans l'oreillette. Nous aurons le plaisir de recevoir Frédéric Lopez. En deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Justine Lambert, fondatrice de Brands with Benefits, et Raphaël de Monténard, la fondatrice de Swimmy. Enfin, en dernière partie, Fred répondra aux questions que vous nous envoyez via la page des pionniers sur le site de BFM Business. Et Fred vous répond. Et tout de suite, pour commencer, le tête-à-tête avec Frédéric Lopez. Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bonjour et bienvenue Frédéric Lopez. Merci. Tu es journaliste et animateur télé. On t'a vu emmener des stars à l'autre bout de la planète dans une émission Rendez-vous Inter-Inconnu, très connue justement, qui est en fait un concept inédit que tu as créé. D'ailleurs, tu as aussi créé quasiment une dizaine d'autres émissions. Tu es pour cela justement considéré comme un pionnier de la télé. Alors, tu connais le principe de l'émission ici chez les pionniers. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller explorer les émotions, les ressentis derrière tout ce que tu as pu faire, derrière toutes ces choses nouvelles. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on fait ces choses-là? Eh bien, c'est le sujet de l'émission. Alors, on va commencer par, tout simplement, par là où tu es né. Donc, tu es né à Pau en 1967. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton enfance, à quoi elle ressemblait? Ouais, déjà ma naissance, ma maman a accouché en cachette à Pau. Elle avait 17 ans. À l'époque, ça se faisait pas trop. Elle était tombée enceinte, elle avait 16 ans. Et donc, quand j'étais petit, j'écrivais Pau à l'école. Et en fait, je connaissais pas Pau. Des fois, dans la rue, les gens me disent « Moi aussi, je suis de Pau ». Mais en fait, je suis né, mais je connais pas Pau. Mais voilà, je suis né là-bas. Tu n'es pas resté à Pau? Je suis né en cachette, voilà. Ouais. D'accord. Et donc, alors moi, j'ai lu que tu as fait 19 déménagements dans ton enfance. Ouais, alors mon père n'était pas gendarme, il était instable. Donc en fait, on a beaucoup déménagé. Et c'est pas rien, parce que quand on déménage, en fait, on passe son temps à être le nouveau. C'était mon nom, en fait, quand j'étais gosse. Le pire, c'était la 4e, où j'étais dans 3 collèges en même temps. Enfin, pardon, 3 collèges les uns après les autres. Donc j'ai fait 3 collèges en 4e d'affilée. Et donc ça crée à la fois une capacité d'adaptation, parce que forcément on est obligé de s'adapter, et en même temps je passais mon temps à quitter des gens auxquels je m'attachais. Donc dans l'attachement, tu vois, ça s'est un peu retrouvé dans ma vie. Après, tu as développé des relations, tu es obligé de les... Très bizarre, avec la peur de perdre en fait. Alors finalement, tu choisis la voie du journalisme, tu vas à l'IPJ, puis tu commences ta carrière sur la radio, Autoroute Info, et puis en tant que reporter et animateur local sur Télé Lyon Métropole. Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? Ça s'est passé en fait au lycée. C'est même au collège, je crois que j'étais en 3e, c'est ça. Et en fait, j'avais pas vraiment eu beaucoup de compliments dans ma vie. Et le prof de français, à un moment donné, rend une rédaction. Il fallait inventer la suite d'une histoire. Et donc, il rend de la meilleure note à la moins bonne. Et moi, je comprends pas pourquoi il n'y a pas la mienne. Et puis, à un moment donné, il dit, voilà, je voudrais vous lire une copie qui m'a fait beaucoup rire à la maison. Et j'ai mis la meilleure note, j'ai mis 16. Et d'un coup, c'était incroyable pour moi. Et il a lu, avec le ton, il a donné le ton, il a lu la copie devant tout le monde. Toute la classe a ri, ils ont applaudi comme dans les films américains à la fin. Et moi, j'avais une charge émotionnelle tellement forte, j'ai pas écouté la fin du cours. Et je me suis dit, je veux être écrivain. Et effectivement, je me suis dit, à ce moment-là, mais écrivain, c'est un peu solitaire. Et moi, j'étais pas solitaire, j'avais envie de rencontrer des gens, voyager dans le monde. Et c'est là que je choisis d'être journaliste. Donc, ce qui m'attire, pour répondre à ta question, c'est la rencontre. Les interviews, c'est une manière de vivre par procuration. Moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'expérience, mais quand quelqu'un me raconte son histoire, c'est un morceau de vie que moi, je n'aurais pas, en fait. Alors, dans l'émission, on a Stéphanie Colo qui vient nous donner quelques informations additionnelles au fur et à mesure. Et donc, cette fois-ci, Stéphanie, tu vas nous parler... Le parcours de journaliste de Frédéric Lopez, parce que votre première création, elle remonte à 1994. Vous réalisez alors un reportage pour Zone Interdite sur M6 intitulé « Créateur de rêves ». Ce 52 minutes s'intéresse aux fautes
photographes de mode qui ont rendu célèbres les top modèles de l'époque. Et vous avez alors 23 ans et c'est finalement un tout nouveau monde qui s'offre à vous. C'est incroyable parce qu'on était à Télé Lyon Métropole, une télé locale, et on était en train de faire un footing avec un pote à moi qui s'appelle Christophe Quin, qui est devenu grand reporter, qui est un des plus grands reporters de guerre à France Télévisions, à France 2. Et à l'époque, évidemment, il rêvait d'autres choses. Il m'a dit, mais pourquoi on ne ferait pas un reportage pour Zone Interdite ou pour Envoyé spécial? Et en fait, moi, je cherchais une idée comme ça. Donc, tu as créé l'opportunité. Et j'avais fait de la photo, en fait. Et je me suis dit, c'est un univers que je connais bien. Les top modèles étaient inaccessibles à l'époque. On est en 94, donc les stars, c'était Cindy Crawford, Naomi Campbell. Elle demandait 400 000 francs, ça en francs à l'époque, pour une interview. Et je me suis dit, tiens, et si on interviewait les photographes qui ont fait d'elles des stars? Et peut-être qu'elles diront oui, par gratitude et puis par jalousie, parce qu'une fois qu'on en a une, l'autre, elle a envie d'être dans le sujet. Donc la jalousie et la gratitude, c'est des sentiments humains auxquels je crois, et c'est comme ça que j'ai pu faire ce reportage qui a été vu dans le monde entier, et c'était finalement une expérience qui m'a montré qu'on pouvait rêver, en fait. Grâce à mon pote Christophe Quin, que j'ai pu rêver, ça s'est réalisé. Et pour les gosses qu'on était, c'était incroyable de passer à Zone Interdite. Et juste après, donc, tu présentes avec Guillaume Durand le magazine de l'information et tu pars en tant que reporter, cette fois à Belfast et à Beyrouth. Ça t'a plu d'aller sur le terrain, justement, là, faire le reporter sur le terrain? Alors moi, je suis pas un reporter de guerre. En fait, LMI, c'est vrai que c'est marqué partout sur Wikipédia que je l'ai présenté. Non, c'est Guillaume Durand qui présentait, moi j'étais reporter. Et j'étais à Beyrouth, et je me souviens que j'étais parti avec un reporter qui avait l'habitude de ce zone de conflit. Et quand on est arrivé à l'aéroport, il y a un chauffeur de taxi comme ça qui est venu pour nous proposer une course. Et là, le reporter m'a regardé et m'a dit, je te présente ton ravisseur. Parce qu'en fait, au Liban, à l'époque, il y avait beaucoup d'otages. On avait vécu ça toute notre enfance. Et voilà. Et j'étais pas très, très doué pour ce genre de choses, pour les reportages de guerre. Parce qu'en fait, quand il y avait des tirs, par exemple, j'entendais des ta-ta-ta-ta-ta-ta. Moi, j'étais dans la rue et les gens me montraient le ciel, je filmais le ciel. Alors qu'évidemment, à la base, c'est de filmer les gens qui montrent le ciel, pas le ciel. Et donc, j'étais pas fait pour ça. Mais ce qui est fou, c'est qu'on voit comment on s'habitue à ce genre de situation, parce que j'étais terrorisé les premiers jours. Et après, j'étais en montage, et à un moment donné, ça pétait, il n'y a plus d'électricité. Je disais, on est bombardé, c'est ça? Et j'ai vu comment le cerveau humain s'adaptait, en fait. Comment je voyais des rues qui se vidaient dès qu'il y avait un bombardement. Et puis d'un seul coup, tac, ça, les gens revenaient au balcon. Il n'y avait pas de rambarde. Il y avait des femmes qui donnaient le sein aux enfants. Et j'ai vu la capacité d'adaptation de l'être humain. Et en 2000, tu intègres France Télévisions et tu présentes là pour le coup des émissions avec des thèmes très variés, donc en psychologie, des inventions nouvelles, du cinéma. Est-ce que là, tu te sens dans ton sujet? Je me sens plus vieux surtout. Non, alors l'émission de cinéma, c'était incroyable parce que moi j'arrivais d'LCI, une chaîne info, et puis on me recrute. Je croyais que j'allais devenir rédacteur en chef ou chroniqueur. Et en fait, on me propose de présenter l'émission sur France 2 en deuxième partie de soirée. Et là, je me retrouve face à des stars, il n'y a pas de public. Et donc, du coup, je me retrouve juste face à des stars qui sont des stars du 7e art que moi, je voyais sur grand écran. Et là, je me souviens que je suis très, très intimidé. Et quand je pose une question à Carole Bouquet, à chaque fois que je pose une question, elle dit non, comme si j'avais envie de dire « mais si, j'ai vérifié », etc. En fait, elle s'amusait un peu de ça. Et voilà, j'ai retrouvé quelques années plus tard. Et c'était cool, je me sentais plus à l'aise. Mais en tout cas, j'étais très intimidé par les stars à l'époque. Et alors donc, cette aventure-là, elle dure 3 ans. Et ensuite, alors France Télévisions met fin à tes fonctions. Alors comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Alors c'est là que je découvre le milieu, en fait, en vérité. Parce que ça avait été plutôt chouette dans ma vie jusqu'à maintenant. Et puis je m'étais disputé avec un conseiller du président de France Télévisions, et qui était quelqu'un de très puissant et qui voulait mettre un ami à lui à ma place, alors que l'émission cartonnait. C'est juste comme ça, j'ai compris que ça peut être comme ça. Et j'étais protégé en fait par la directrice des programmes, par les audiences, par le succès. Et puis les années sont passées, et puis les directrices sont parties, etc. Et un jour, il a eu ma peau. Donc on m'a annoncé ça 2 jours avant la fin du contrat, alors que j'avais refusé d'aller ailleurs, etc. Parce que j'avais des propositions. Et voilà. Et en fait, j'en avais jamais parlé à l'époque. Je pense que les gens avaient d'autres soucis dans leur tête et tout. Mais moi, ça a été quelque chose que j'ai vécu comme une injustice, en fait. Parce que c'était en plein succès. Voilà. Et c'est là que je me suis retrouvé sur divan d'un psy et que j'ai imaginé Terre Inconnue. Alors justement, voilà. Donc tu es allé voir un psy, tu as fait une thérapie. Et un jour, ton psy te demande, c'est quand le moment où vous avez été le plus heureux dans votre vie? Ça a été un vrai tournant. Ouais, on est sur. Ça a occasionné. En plus, j'étais sur le divan. J'ai dû faire 3 mois de divan dans ma vie. Et puis, il me pose cette question. Je voulais arrêter le métier. Je m'étais dit, c'est pas fait pour moi.
Et du coup, il me dit, c'est quoi les moments, les instants où vous êtes le plus heureux? Je me revois en voyage, sac à dos. Et je partais avec la mère de mon fils, comme ça, et on avait visité, on avait une vingtaine d'années, je sais pas, le Guatemala, les Philippines, et je me rappelais pas du nom des îles. Il y a 7000 aux Philippines. Je me rappelais pas du nom des îles, mais je me souvenais du prénom de toutes les personnes qu'on avait rencontrées qui m'avaient raconté leur histoire. Et il m'a dit, j'ai dit, voilà, c'est en voyage. Il me dit, faites une émission de voyage. J'aurais dit, j'aime les voitures. Il m'a dit, faites une émission de voiture. Et j'ai repensé à un concept que j'avais écrit à 23 ans. Blablacar, on sait jamais. De quoi? Tu aurais peut-être monté Blablacar. Exactement. Mais là, non, c'était pas les voitures. Et donc, du coup, c'était ça. J'ai repensé à un concept que j'avais imaginé quand j'avais 23 ans à Télélo Métropole, et à l'époque, personne ne m'aurait jamais suivi. Sauf que le concept que j'avais dans la tête, je croyais que je partirais seul avec une star, avec une petite caméra et un sac à dos. Évidemment, ça n'est pas du tout ça. C'est un an de travail. Et donc, voilà, j'avais rêvé très fort et ça s'est produit. Et alors justement, tu retournes voir France Télévisions pour leur proposer le concept. Ça fait comment de retourner... Alors, en plus, c'est pas très longtemps après, c'est 2-3 ans après qu'ils aient mis fin à tes fonctions. Alors, retourner les voir, est-ce que c'est une forme de revanche? Est-ce que c'est un rebond justement sain? Est-ce que c'était les mêmes personnes d'ailleurs ou pas? Non, voilà, moi je pensais que je ne retravaillerais jamais avec France Télévisions, mais il se trouve que les gens avaient changé entre-temps. Et puis j'allais voir France 5 à l'époque. Et d'ailleurs, ils ne voulaient pas au départ, parce que c'était au moment où la télé-réalité fonctionnait. Donc quand moi je proposais ça, et que ce n'était pas un concept que j'avais acheté, c'était dans ma tête, ils pensaient que c'était un truc de télé-réalité et ils n'en voulaient pas. Et ça a été assez long avant qu'ils disent oui. Et puis quand c'est arrivé sur France 5, la critique a été incroyable. C'est un succès d'estime, parce que sur France 5, ça passait l'après-midi, et donc c'était pas comme des rendez-vous réguliers. Mais voilà. Et puis il y a une autre année de chômage, et après je suis arrivé sur France 2 en prime time. Oui, parce que du coup, avec ce succès d'estime, dès 2006, ça passe en prime time sur France 2. Et alors donc là, le succès de l'émission se confirme et devient cette fois très grand, avec du coup ta notoriété qui explose. Alors comment tu réagis, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens vraiment de retour et plus fort que quelques années plus tôt? En fait, à l'époque, la chaîne m'a acheté un programme, donc on revient pour un one-shot, comme on dit. Ah oui. Donc je veux dire que je joue ma carrière sur un one-shot, et c'est Muriel Robin qui accepte de partir en terre inconnue. Elle était partie avec moi sur France 5, et là, elle accepte de partir pour la première, et je lui voudrais une reconnaissance jusqu'à la fin de mes jours, évidemment. Et elle part, en fait, avec moi en terre inconnue. Il se passe des trucs incroyables, et quand on diffuse le film à 20h50. On ne sait pas si les gens vont vibrer comme nous, parce que nous, ça a duré 3 semaines, là, ça dure 2 heures. Et à l'époque, il n'y a pas encore les réseaux sociaux, et c'est vrai, il y a des forums. Et d'un coup, les gens m'appellent, on me dit, il se passe un truc, regarde, et tout. Et les gens disent qu'ils ont pleuré chez eux. Et c'était incroyable. Nous, on était en larmes. Et effectivement, après, le succès m'a dépassé. C'est devenu un truc qui nous a dépassés tous, parce que parfois, la chaîne était à 12% de part de marché de moyenne. Nous, on était à 29%. C'était hors norme, et c'est quelque chose qui met la pression, parce que moi-même, je me mettais déjà la pression, mais là, on a peur de décevoir. Alors, ton meilleur souvenir, justement, de tous ces voyages, tu en as fait 26 au total? Ouais, c'est difficile d'imaginer, mais j'ai des attachements particuliers. Par exemple, je me souviens de cette émission avec Adriana Carambeu, c'était, j'ai cru le voir passer, Cissé, avec Adriana Carambeu. C'est un homme qui luttait contre le mariage arrangé. Il avait marié sa première fille à l'âge de 12 ans. Et en fait, ensuite, il a appris à lire. À 43 ans, il apprend à lire. Et le seul petit livre qu'il a à la maison, c'est les droits de l'homme, de la femme et de l'enfant. Et là, il réalise ce qu'il a fait. Et il reconnaît ses erreurs. Combien d'entre nous sont capables de reconnaître leurs erreurs? Et lui, il reconnaît ses erreurs. Et il dit devant la caméra, d'ailleurs, il dit, en fait, j'ai enterré ma fille vivante. Et il lutte contre le mariage arrangé. Il va à la sortie des églises, personne ne l'écoute. Il n'a que des ennemis, même sa famille, parce qu'il ne suit pas la tradition. Et on retourne le voir 5 ans plus tard pour montrer le film. Et quand Adriana le rencontre, parce qu'elle est elle le voir sur place, et elle dit, voilà, nous, ça nous a bouleversés, mais nous, qu'est-ce que notre rencontre t'a apporté? Et lui dit, en fait, avant de vous rencontrer, je ne savais pas que j'étais courageux. Et en fait, depuis, il avait éradiqué le fléau. Ça veut dire le simple fait de l'écouter, de porter un regard, de l'admirer, ça avait monté son estime de lui, il avait pu combattre ce fléau. Et moi, je ne savais pas qu'on pouvait changer le regard de quelqu'un en portant tout simplement son regard bienveillant sur quelqu'un. Alors, on voit toutes les émissions. Alors, on voit aussi ta dernière mission que tu as faite avec Thomas Pesquet. Tu arrives au village. On va voir ça dans un instant. Et qu'est-ce que tu voulais transmettre au final? Est-ce que tu penses que tu l'as transmis avec cette émission, justement, à tous les téléspectateurs? Donc là, on voit... Thomas et toi qui là, je suis avec Thomas pour ma dernière, ça se passe en Colombie, on voit les chamans. Donc le spationaute et le chaman, je peux dire que c'est un truc que je n'oublierai jamais, puisqu'on est vraiment un peu coupé du monde.
Et donc, ils vivent dans la forêt, dans la montagne. Et quand il va leur montrer qu'il est allé dans l'espace, c'est une image et un moment très, très fort. Moi, ce qui a compté pour moi, en fait, toute ma vie, c'était de dire « n'ayons pas peur des autres ». Voilà, je trouve que le monde est un peu en train de se crisper. Il y a beaucoup de haters, c'est un peu la mode, etc. Et on a une représentation du monde, souvent, qui est dangereuse. Alors qu'en fait, il se passe des choses incroyables et qu'il y a des gens formidables. Et voilà. Et je crois que même de manière plus profonde, je crois que j'ai été chercher la bonté au bout du monde. Voilà, au fond, c'est de montrer que les hommes sont les mêmes, qu'ils soient au-delà du cercle polaire, dans la jungle, au-delà ou dans l'Himalaya, ou dans le désert. C'est les mêmes êtres humains avec les mêmes peurs, les mêmes joies, etc. Il y a une forme d'universalité. Et j'ai compris deux choses. J'ai compris que l'être humain était capable de s'adapter à tout, et aussi que la solidarité faisait tout. En fait, il y a beaucoup plus de solidarité partout chez ces peuples qui vivent dans des milieux hostiles que nous, quand il y a de l'abondance. Et c'est le cas aussi pour les animaux. En fait, on a découvert que les bouquetins en altitude, où la nourriture est rare, sont plus coopératifs qu'en vallée quand il y a de l'abondance. Donc ça explique aussi pourquoi la solidarité manque dans nos sociétés. Oui, c'est sûr, en ayant rencontré un spationaute et un chaman, tu fais le grand écart. C'est incroyable. Et donc, c'était un concept que tu as créé, hein, je le redis, c'est quand même un concept d'émission créé, ce qui est vraiment pas courant en fait à la télé, on se rend pas compte, mais souvent c'est des concepts qui sont importés d'autres pays, qui ont déjà marché ailleurs et qu'on décline en France. Mais alors tu en as créé d'autres, toi tu avais créé une dizaine de concepts, dont Panique dans l'oreillette sur France 2 en 2008, Au bout de mes rêves à la radio en 2011, Leur secret de bonheur et La parenthèse inattendue sur France 2, etc. Comment tu arrives, alors là tu nous as expliqué un petit peu que c'était pas facile, mais comment tu arrives à ce qu'on te dise oui quand tu arrives avec quelque chose de nouveau? Souvent tu n'as même pas encore de pilote. Tu dois faire financer justement la première émission. C'est quoi tu sais, il y a cette phrase qui dit c'est parce qu'il ne savait pas que c'était impossible qu'il l'a fait. Et je crois que je ne savais pas que c'était impossible, mais c'est vrai que c'est très très compliqué. Et maintenant que je connais un peu le métier, je comprends pourquoi, parce que les patrons de chaîne, tous les jours, tous les matins, il y a des tas de gens qui regardent l'audience, si ça baisse d'un point, on les fusille, etc. Donc en fait, ils sont terrorisés et forcément, ils n'ont pas envie de prendre des risques. Donc qu'est-ce que c'est naturellement qu'ils font ? C'est d'acheter un concept qui est marché dans 40 pays, que ce soit The Voice, que ce soit Danse avec les stars, ça a marché partout. Donc la personne qui vient voir la chaîne lui montre non seulement le concept, ça existe, voici les images, et lui montre les audiences qui ont déjà existé. Et moi j'arrive, c'est dans ma tête. Donc il faut avoir quelqu'un en face qui est capable de l'imaginer. Mais souvent la peur qu'ils ont fait qu'ils ne l'imaginent pas. Donc j'ai vu beaucoup de gens, d'un coup dès que j'arrive, en plus à l'époque, je ne me rendais pas compte de ça, et je croyais que c'était malin de dire, voilà, tout a été, parce qu'on voit souvent des émissions qui reviennent, bon, tout a été créé en télévision, et je faisais sauf ça. Et je croyais que c'était un argument. En fait, c'était l'argument contraire. C'est que c'est une manière de dire, oh putain, faisait peur. Ouais, ça leur faisait peur. Si ça n'a pas été créé, c'est qu'on ne sait pas si ça va marcher. On ne sait pas si ça va marcher. Et voilà. Et j'entendais à l'époque de Panique dans l'oreillette, ça a été pendant 7 ans. On me disait, alors j'expliquais le concept, hein, je parle à une star, et puis ses proches me parlent dans l'oreillette, me donnent une autre version de l'histoire. Et pendant 7 ans, on me disait, mais non, parce que finalement, qu'est-ce qu'ils vont dire les amis ? Oui, elle est très généreuse. Et en fait, je dis, mais non, mais mes amis, ils sont mes amis depuis toujours parce qu'ils me chambrent, en fait, parce qu'ils me vannent. Et c'est ce qui s'est passé dans la réalité. Donc il a fallu attendre 7 ans. Pendant 7 ans, mes amis me disaient d'abandonner, parce qu'on me disait non. Ils me disaient, je passe à autre chose. Et j'étais comme, c'est une forme de folie, j'arrivais pas à passer à autre chose. Et je marmonnais comme ça, je disais, mais je vous jure que ça fera le tour du monde. Parce que moi, j'avais le truc dans ma tête. Bon, il se trouve que dès que l'émission existait, elle a été vendue dans 12 pays. Alors, elle n'a pas existé dans 12 pays, puisque le format a été acheté. Puisqu'en fait, moi, je ne savais pas comment ça marchait à l'époque. Il fallait envoyer les audiences et tout. Moi, j'étais occupé par ce que je faisais. Mais elle a existé en Espagne, elle a existé au Liban, et c'est une grande fierté. Et c'est vrai que mon psy m'avait dit il y a quelques années que j'avais déplacé mon ego de ma personne à mes idées. Donc, voir une idée qui existe à l'étranger, c'est incroyable. Et alors en 2018, tu prends une décision inattendue, Stéphanie. Oui, 2018, coup de théâtre. Vous quittez la présentation de votre émission Rendez-vous en terre inconnue. Après 26 numéros, 14 années à la tête du programme, vous passez la main à Raphaël de Casabianca et vous l'annoncez en direct à Franck Gastambide qui s'apprête à s'envoler vers l'Inde. Et c'est une véritable douche froide pour l'acteur. On regarde l'extrait. Moi, je vous propose une expérience un peu extrême. Je ne pars pas en terre inconnue. Ah non, tu vas pas me faire ça. Moi, je pars avec toi. Je connais personne là-bas. Tu comprends ? Je rêvais de passer la main. Et donc, j'ai cherché la perle rare. Cherché quelqu'un de sincère et de légitime.
Et donc j'ai trouvé quelqu'un d'extraordinaire, qui est légitime, qui a l'expérience du voyage et qui va être mon successeur. Et vous allez le rencontrer dans l'avion au moment où vous enlèverez le bambou. C'est comme un mec qui te dit « Allez, viens, on te met dans une cage à requin », puis finalement tu le pousses et il n'y a pas la cage. C'est exactement ce qui est en train de m'arriver. Mes repères, les seuls qu'il y a, c'est que toi. Ah, je l'ai pas vu venir celle-là. Ah, pourquoi tu décides d'arrêter? Alors, pourquoi je décide d'arrêter? Pourquoi on décide de l'apprendre à Franck Gastambide, qui vit un sale moment à ce moment-là? On est très potes. On est très potes aujourd'hui. J'ai voulu arrêter parce qu'en fait, l'expérience, elle est très forte. Tous les invités disaient que c'est le voyage d'une vie. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, 24 voyages d'une vie, ça fait beaucoup. Ouais. Et l'expérience, elle est assez spéciale. Thomas Pesquet, qui est notre ami en commun, Thomas Pesquet, avant de partir, il m'avait dit, tu sais, moi, je ne sais pas si tu veux que je vienne parce que je ne suis pas émotif. Je dis, ah bon? Et donc, j'ai dit, viens quand même. Il le dit dès le début de l'émission. Finalement, à la fin, il est bouleversé. Et il a expliqué aux téléspectateurs que c'était pas naturel. Donc, un gars pas émotif qui dit, c'est pas naturel. Parce qu'en fait, on s'attache à des gens. Pendant 3 semaines, on les regarde dans les yeux. On n'a pas le droit de regarder les traducteurs. Donc, ce qu'on voit comme une conversation profonde qui dure 5 minutes à l'écran, des fois, ça durait 3 heures sur un caillou. Et du coup, on a regardé les gens pendant 3 semaines dans les yeux et on doit leur dire non pas au revoir, mais adieu. Et en fait, c'est terrible, parce que c'est des gens vulnérables, des gens fragiles, qui sont souvent des minorités dans leur propre pays. Et on sait qu'on ne les reverra pas. Au début, je me faisais croire que je les reverrais. Et donc, c'était très, très, très dur. Et là où je me suis rendu compte qu'on avait un problème, c'est quand je partais à l'aéroport, donc pour partir en terre inconnue, et je me souviens avoir pleuré sur le trajet en partant à l'aéroport. Donc, c'est comme si c'était le réflexe de Pavlov. Je savais ce que j'allais vivre. Et là, j'ai compris qu'il fallait passer la main. Bon, alors justement, tu fais quoi après ? Après Terre Inconnue, j'ai pas annoncé que j'ai abandonné la télévision. Parce qu'on m'avait dit qu'il ne faut surtout pas faire d'adieu. On ne sait jamais. Et donc, du coup, j'ai dit que je faisais une pause. Après, je mentirais si je disais que j'y avais pas pensé, parce que j'aimais beaucoup cette idée d'avoir été à la télévision, d'avoir fait des programmes qui me tenaient à cœur, qui étaient incroyables, qui avaient parfois rencontré le public, parfois non, et d'être en coulisses. Et puis, la vie a plus... Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant ? Par exemple, je suis retourné à la fac. J'ai été à la fac de médecine de Strasbourg, faire un DU qui s'appelle médecine, méditation, neurosciences. Parce qu'en fait, je fais de la méditation de pleine conscience depuis 12 ans. Ça m'a réduit mon anxiété. Et en fait, ça m'a permis de comprendre pourquoi la science était intéressée à ça et pourquoi c'était aujourd'hui reconnu scientifiquement. Où je me suis formé aussi dans une nouvelle discipline qui s'appelle l'autocompassion en pleine conscience. C'est Christophe André, le psy préféré des Français, qui avait parlé de ça. En fait, les études ont montré que 80% d'entre nous, on a une petite voix intérieure qui est très dure avec nous. C'est jamais assez, etc. Ça te parle ? Oui. Et donc ça, on s'en rend pas compte, mais c'est une tyrannie mentale, une tyrannie de. Et on amène notre petit bourreau partout avec nous. Et quand on rencontre une vraie difficulté, c'est délétère, parce qu'en fait, des fois, on est triste et en fait, on se sent coupable d'être triste. On a l'impression de ne pas être à la hauteur. Et voilà. Et donc il y a un programme qui repose sur 4000 études scientifiques que j'ai suivies, que je trouve incroyable. Du coup, maintenant, j'ai de la tendresse pour mes imperfections. Avant, j'étais un perfectionniste maladif. Et du coup, j'accepte que ça marche pas tout le temps, que je rate. Et voilà, je suis devenu instructeur de ça. Alors, c'est dur à trouver, je le dis pour ceux que ça intéresse, c'est MSC, Mindful Self-Compassion. MSC, voilà, vous trouverez sur Internet. Et donc, suite à cela, et même en même temps, tu reviens avec une nouvelle émission qui s'appelle Un dimanche à la campagne. Donc, tu emmènes des personnalités en pleine nature pendant 1h30, enfin à 1h30 de Paris. Tu confisques les téléphones. Ça dure combien de temps ? Alors, ça dure 1h30 à l'antenne. En fait, on reste 24 heures ensemble. Et c'est très, très, très inspiré de la parenthèse inattendue. Hein. On aurait pu l'appeler la parenthèse inattendue. Ce que j'ai fait. Regardez un extrait, justement. T'es pas du matin, toi ? Moi, je suis une grosse dormeuse. Une journée où t'as rien de prévu. Tu te lèves à quelle heure ? Ah ben, je me lève quand même à 8 heures. Je suis obligée. Attends, les enfants, les animaux, là. Non, mais même, de toute façon, à partir du moment... Un peu de permaculture. Ça me fout de ma gueule dès le matin. Attends, avec la belle collection de pulls que vous avez, moi, je fermerai ma gueule. Parce que là, quand même... il n'y a pas moyen que vous achetiez des pulls à votre taille, là. On sait qu'on a une styliste, mais non. La personne est payée pour ça. Elle est rémunérée. Bon, on voit que c'est bien animé. Tu cherches à transmettre quelle émotion Alors là, c'est un petit moment du matin, etc. C'est vrai que les invités qui viennent dans ces émissions, souvent, on ne sait pas avec qui ils vont être, qui ils vont rencontrer. Ça se passe pendant 24 heures. Et ce qui m'intéresse, c'est de chercher à comprendre en fait, ce qui fait qu'ils sont dans la lumière.
en fait, je me suis rendu compte à l'époque de La Parenthèse que c'est une émission sur la résilience. On n'est pas dans la lumière par hasard, si tu vois ce que je veux dire, Frédéric. Et donc, du coup, il y a souvent un trauma dans l'enfance, parfois dans la famille, parfois à l'école, etc. Et c'est vrai que, du coup, c'est intéressant parce que c'est des gens qui sont souvent d'un milieu ordinaire. On est tous d'un milieu ordinaire, la plupart, et qui ont des rêves souvent inaccessibles. Et ils vont rêver très fort. Il y a beaucoup d'obstacles dans l'existence. Et ça me plaît de raconter les obstacles, de raconter les échecs et de donner envie d'entreprendre. Et en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de revenir et faire cette émission. D'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de la revoir et qui le disent sur Internet. Ensuite, parce qu'il y a des gens qui ne l'ont jamais vue, parce qu'elle passait tard le soir, à 23h. Et enfin, parce qu'elle inspire. Et l'exemple que j'aime donner, c'est un garçon qui s'appelle Christian Delaché, qui a créé la première communauté d'entraide sur Facebook. C'est 1 million de personnes. C'est la première communauté en Europe. Ça s'appelle Wanted. Donc des gens qui s'entraident, c'est le monde dans lequel je rêve de vivre. Et j'étais impressionné par son parcours. Et à un moment donné, j'avais déjà les larmes aux yeux. Il me dit, mais vous y êtes pour quelque chose. C'est-à-dire, en fait, quand j'ai quitté mon métier d'avocat fiscaliste, m'a-t-il dit, en fait, je me suis mis à regarder La Parenthèse en boucle parce que ça m'a donné du courage. Les histoires de ces gens qui se cassent la figure et qui se relèvent, ça leur donnait envie d'entreprendre et de se dire, allez, de dédramatiser l'échec, ça l'a aidé à entreprendre. Donc, ça me plaît de dire que, voilà, des invités racontent leur histoire et ça peut changer le monde. Et c'est ça qui m'a donné envie de revenir, en fait. Merci beaucoup Frédéric. Et puis, quant à nous, on se retrouve donc juste après pour les pitchs. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.